La Russie croyait qu'une progression lente et régulière lui assurerait la victoire en Ukraine, sans vouloir jouer le lièvre dans ce conflit. La Russie était ravie d'être la tortue, avançant si lentement que même ce reptile en rougirait. L'Ukraine a brisé la carapace de la tortue. Grâce à une nouvelle tactique d'assaut, l'Ukraine a percé le front russe à Zaporijia. Elle a réalisé une percée de 35 km en une seule poussée brutale, ce qui va laisser Vladimir Poutine se demander « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» La nouvelle de cette avancée vient de United 24 Media, qui a déclaré le 12 octobre que les troupes d'assaut spécialement créées par l'Ukraine ont fait exactement ce pourquoi elles ont été conçues. Ils ont tellement mis la pression sur les défenses russes qu'elles se sont effondrées, permettant à l'Ukraine de libérer un village. Ce village est Mali-Shabaki, qui accueille désormais le 24e bataillon d'assaut, séparé ukrainien également connu sous le nom d'IDAR, qui opère aux côtés du 33e régiment d'assaut séparé ukrainien. Ces unités ont si sévèrement détruit les forces russes à Mali-Shabaki qu'elles ont pu entrer dans le village et y hisser à nouveau le drapeau ukrainien. Nous voyons cela dans une vidéo partagée sur Facebook, qui annonçait la libération de Mali, accompagnée d'un message. Des unités du 24e bataillon d'assaut indépendant IDAR et du 33e régiment d'assaut indépendant ont hissé le drapeau ukrainien à Mali-Shabaki sur le front de Zaporijia, selon la publication. La localité est contrôlée par les forces de défense ukrainiennes. La publication a salué la coordination des deux unités impliquées, ce que l'on peut voir dans l'utilisation du mot ukrainien pobratimami. Ce terme signifie frère d'armes et illustre comment la stratégie d'assaut de l'Ukraine renforce les liens entre soldats plus que jamais. La Russie peut attaquer en vagues désorganisées pour réussir. L'Ukraine contrecarre les avancées de la Russie grâce au travail d'équipe, à la détermination et à sa capacité à déchaîner un enfer coordonné sur ses adversaires. Vous vous souvenez de Shabaki ? Nous y reviendrons. Actuellement, hisser le drapeau ukrainien dans le village repris revêt un symbolisme particulier. Ce geste est courant. Hisser un drapeau symbolise toujours la victoire. Cependant, l'Ukraine a peut-être simplement profité de cette occasion pour contrer quelque chose que la Russie fait de plus en plus fréquemment ces derniers mois, infiltrer des villages pour y hisser des drapeaux de façon mensongère. Bien que la Russie n'ait rien capturé, il suffit d'observer Fobova pour constater cette nouvelle tactique russe. Début octobre, la Russie a déclaré avoir pris un petit village. Il s'agit de la localité de Vobova, qui se trouve dans la région de Dnipropetrovsk en Ukraine, et non de sa cousine plus célèbre dans la région de Zaporijia. La Russie mentait, car les quelques soldats entrés à Vobova ont été éliminés par l'Ukraine en quelques minutes. Notre vidéo analyse la propagande russe sur la fausse levée de drapeau, regardez-la pour en savoir plus. Retenez deux choses. La Russie fait semblant de lever son drapeau, l'Ukraine le fait car elle regagne du territoire. Une confirmation supplémentaire que Mali-Shabaki est entre les mains de l'Ukraine vient du colonel Valentin Monko, qui dirige la direction des forces d'assaut des forces armées ukrainiennes. Dans une vidéo Facebook, il a confirmé le succès de l'assaut sur Mali-Shabaki et ajouté des précisions. Manko indique que l'Ukraine a aussi repris le village voisin, Shabaki, lors de son attaque. C'est pourquoi nous vous avons dit de retenir ce nom. Les troupes d'assaut ukrainiennes ont aussi partiellement libéré le village de Stapova. Le 12 octobre est une journée très productive pour l'Ukraine, qui cherche à progresser dans les zones occupées de Zaporijia. Une journée productive pour l'Ukraine est une très mauvaise journée pour la Russie. Et Manko a expliqué à quel point c'était mauvais. Le nettoyage et la libération des villages s'inscrivaient dans l'offensive ukrainienne à Zaporijia, permettant de reprendre beaucoup de territoires en un jour. Comme le rapporte Euromaidan Press, l'Ukraine a réussi à avancer de 35 km dans la région de Zaporijia, le long d'une ligne de front de 5 km Gitsatemuzan. Un large contingent ukrainien a avancé de plus de 3 km sur 50 km dans la région de Zaporijia, en détruisant les forces russes et préparant de futures offensives. Ce n'était pas seulement une très mauvaise journée pour la Russie, c'était carrément douloureux. Selon CNN le 1er octobre, la Russie faisait déjà face à un net ralentissement de ses troupes après une offensive estivale n'ayant atteint aucun objectif fixé par Poutine. En septembre, la Russie n'a conquis que 259 km² de l'Ukraine pour tout le mois, ce qui équivaut à environ 100 miles carrés. Cela représente 44% de territoire en moins que ce que la Russie occupait en août, soulignant l'avancée ukrainienne. La lente progression de la Russie rend chaque territoire conquis précieux comme de l'or. Pour Vladimir Poutine, il cherche à faire croire que l'Ukraine ne peut empêcher la victoire russe. Quand la Russie perd du territoire face aux contre-attaques ukrainiennes, cette perception s'effondre. Mali-Shabaki a montré que l'Ukraine peut aussi gagner du terrain comme la Russie. Avec la nouvelle stratégie d'assaut ukrainienne, ce pourrait n'être que le début des soucis de Poutine. Nous aborderons plus tard les nouvelles offensives de l'Ukraine dans la vidéo. Mais la reprise de Mali-Shabaki et des villages voisins va aussi nuire à la Russie,
pour une autre raison, selon Euromaidan Press. Il précise que la Russie n'a atteint les environs de Mali-Shabaki et des villages voisins qu'en mars 2025, après avoir progressé vers Piatikati. L'offensive de mars avait fait gagner 4 km à la Russie sur 10 km de front en Ukraine. L'Ukraine a contre-attaqué et repris Tchabaki, d'après la source. Mais en juillet, la Russie a contre-attaqué et repris le territoire que l'Ukraine venait de récupérer. Donc ce n'était pas une simple contre-offensive de l'Ukraine. C'était le point final d'une phrase interminable commencée en mars cette année. Les allers-retours autour de ces villages sont finis pour l'instant. L'Ukraine en sort victorieuse. À première vue, ce que l'Ukraine a réalisé le 12 octobre paraît modeste. Libérer quelques villages, c'est formidable. Tout comme réussir une percée aussi profonde à travers les lignes russes. Mais cela ne représente toujours qu'une portion de territoire relativement modeste. Cependant, en prenant une vue d'ensemble de la guerre en Ukraine, on constate que l'Ukraine a libéré Mali. Shabaki n'est qu'une partie d'une tendance beaucoup plus large qui se produit dans tout le pays, en ce moment. L'Ukraine est en contre-attaque et elle reprend lentement son territoire aux forces russes occupantes depuis des mois. Regardez Dobropilia et Donetsk actuellement pour vous en rendre compte. Le 10 octobre, United 24 Media a rapporté les propos du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Siersky. Ces propos ont été tenus lors d'une visite sur le terrain 2 jours plus tôt. Oleksandr Siersky révélant qu'une contre-offensive ukrainienne à grande échelle est en cours au moment où nous parlons. À Dobropilia, l'Ukraine a libéré environ 180 km² grâce à des assauts de plus en plus efficaces. À Donetsk, la libération se passe encore mieux. Siersky affirme que 2129 km², soit 82 miles², ont été libérés dans cette zone de guerre. Donc, ce que nous avons vu le 12 octobre n'est pas un incident isolé. C'est l'Ukraine qui poursuit une approche à Zaporizhia qui a déjà fait ses preuves à Dobropilia et Onetsk. La Russie occupe des localités avec peu de troupes, mais l'Ukraine riposte par des contre-attaques. Cela se passe partout dans le pays. Et la reprise de Mali-Shabaki n'est peut-être que la première d'une longue série de libérations qui laisseront Poutine furieux. L'automne 2025 ne devait pas ressembler à ça. Cette saison devait être festive après la conquête de vastes territoires par la Russie cet été. Au lieu de cela, l'Ukraine est en train d'annuler tous les gains que la Russie a réalisés pendant l'été, forçant Poutine à s'éloigner encore davantage des objectifs qu'il n'avait déjà pas réussi à atteindre plus tôt dans l'année. Ceci est possible grâce à ce que nous avons évoqué plus tôt dans la vidéo. L'Ukraine dispose de nouvelles tactiques d'assaut, et les chiffres nous montrent que ces tactiques fonctionnent. Dans son rapport sur l'Ukraine au Mali, Shabaki Militani a résumé ce que l'Ukraine fait différemment lors de ses assauts. Cela lui permet de reprendre du terrain. Le rapport note que l'Ukraine utilise ses troupes d'assaut pour percer les défenses et réserves mobiles russes dans plusieurs régions. Dans tous les cas, ces troupes d'assaut connaissent autant de succès en raison d'un changement de tactique opéré par la Russie. The Moscow Times avait signalé ces changements dès septembre, indiquant que la Russie tente d'utiliser des groupes de sabotage pour pénétrer profondément le front. Il cite Siersky. Depuis le début de l'été, les tactiques ennemies ont changé. Leur mission principale est d'entrer profondément sur notre territoire, se replier, se regrouper, puis avancer de nouveau. Puis frapper des cibles en profondeur pour paralyser notre logistique et rotation des troupes. Militani ajoute que ces unités russes peuvent être composées de seulement 4 ou 6 soldats. La Russie cherche à faire passer discrètement ses troupes à travers les lignes de front, au lieu de les briser. Cette méthode fonctionne, en partie. La Russie s'empare de villages et de territoires grâce à ces groupes de sabotage. Le fait que ces unités russes soient si petites signifie aussi qu'elles peuvent réaliser de nombreux petits gains, ce qui, au final, donne des chiffres qui paraissent assez impressionnants en surface. Cependant, le revers de la stratégie de la Russie est en train d'être exposé par l'Ukraine en ce moment. Les petites unités ne sont pas vraiment capables de s'implanter solidement sur un territoire pour ériger le type de défense qui pourrait empêcher l'Ukraine de contre-attaquer. Les unités d'infiltration russes, sans appui blindé, créent des brèches trop étroites pour empêcher l'Ukraine de les refermer vite. Après la fermeture des brèches, les soldats russes se sont encerclés, privés de ravitaillement et de renforts. L'Ukraine lance ses assauts, les forces russes perdent le territoire qu'elles avaient revendiqué. L'Ukraine a créé une toute nouvelle branche de son armée pour mener ses assauts de reconquête territoriale. Elle agit différemment des forces d'assaut aériens. DSHV, explique Siersky. Les troupes d'assaut aérien, une unité d'infanterie d'élite, peuvent attaquer, défendre et mener des raids selon le commandant en chef de l'armée ukrainienne. Et les unités d'assaut sont des unités de réaction rapide. Elles interviennent là où c'est le plus difficile, sans ligne de défense fixe, et percent la première ligne ennemie. La Russie veut s'infiltrer, l'Ukraine riposte désormais avec ses propres petites unités qui réagissent en temps réel à chaque avancée de la Russie.
Dans sa chronique Medium de Strategic Edge, l'ex-soldat et agent fédéral Brian Aislinn explore plus en détail les nouvelles forces d'assaut ukrainiennes. Il affirme que l'Ukraine a créé une réserve mobile et active dans toutes les régions. Cette réserve est conçue spécifiquement pour briser les défenses russes, en particulier dans les régions où la Russie a progressé grâce à l'utilisation de petites unités. Ces forces d'assaut n'opèrent pas avec les troupes ukrainiennes, ni en première ligne, ni contre les offensives russes. Au lieu de cela, elles se consacrent à lancer des attaques, et elles ont été exceptionnellement efficaces au cours des 2 derniers mois. La reprise de Mali Shabaki n'est que le dernier exemple en date de l'utilisation de ces nouvelles forces d'assaut. Aislinn affirme que de nombreux médias ukrainiens signalent que ces nouvelles forces d'assaut suivent toutes le même schéma. L'Ukraine privilégie de petites unités, des opérations nocturnes, des contournements plutôt que des attaques frontales, puis fait intervenir des unités lourdes après l'ouverture de brèches, selon Aislinn. Cela peut sembler familier. La Russie essaie de faire la même chose, mais elle échoue. Nous avons dit plus tôt que l'Ukraine a intégré la fermeture des brèches, créées par les infiltrés russes, sur le front dans sa stratégie. Sans ces brèches, la Russie ne peut envoyer de renforts ou d'unités lourdes et doit consolider ses avancées. L'Ukraine n'a pas ce problème. Ces groupes d'assaut agissent comme les Russes. Seulement, eux, ils ont la force nécessaire derrière eux pour que ça fonctionne. C'est peut-être un symptôme de la posture défensive de l'Ukraine, face à la posture offensive de la Russie. La nouvelle stratégie de la Russie pourrait échouer car ses offensives l'épuisent trop. Et comme l'a noté United 24 Media en octobre, la Russie a déjà épuisé la majeure partie de ses blindés. Les unités lourdes de la Russie ne viendront peut-être pas tout simplement parce qu'elles n'existent plus. L'Ukraine, en revanche, semble disposer des unités lourdes dont elle a besoin. Leurs groupes d'assaut réussissent car ils appuient les défenses arrière au lieu d'agir seuls. Oui, les groupes d'assaut circulant en Ukraine, cependant, ils sont déployés dans des zones spécifiques où des reprises sont possibles. Comme cela a été noté dès le début dans la publication Facebook du 24e bataillon d'assaut séparé, les groupes d'assaut ukrainiens se coordonnent avec leurs camarades pour s'assurer que chaque reprise tienne. La nouvelle approche de l'Ukraine en matière d'assaut représente un changement dans la façon dont le pays forme son infanterie. Le Kiev Post a rapporté le 10 octobre que ces changements de formation résultent de l'évolution du champ de bataille en Ukraine. Le média note que les drones sont désormais la principale menace, obligeant l'infanterie à rester dans les tranchées fortifiées au lieu de lancer des assauts généralisés. C'est un défi qui touche les deux camps. Selon Army Technology, les drones causent désormais jusqu'à 80% des pertes dans la guerre, rendant pratiquement impossible les grandes offensives que la Russie avait l'habitude de privilégier. Trop de véhicules sans pilote prêts à éliminer troupes et blindés rendent ce type d'assaut inviable en effectifs et matériel. L'Ukraine subit aussi la prolifération des drones, la Russie en utilisant de nombreuses à fibre optique et à vue à la première personne. D'où les petites unités russes d'infiltration et les nouveaux groupes d'assaut ukrainiens. Cependant, l'infanterie doit reprendre le territoire, souligne l'Kiev Post, car c'est l'une des rares tâches d'envoiement que les drones ne peuvent pas encore accomplir. Le média souligne que la nouvelle formation d'infanterie ukrainienne a changé l'approche du pays envers la guerre d'infanterie. Les changements évidents proviennent des évolutions de l'armement. Les forces ukrainiennes ne s'entraînent plus avec les anciennes armes de l'époque soviétique qu'elles utilisaient auparavant. Les armes occidentales sont devenues la norme, l'Ukraine les utilise pour renforcer l'efficacité de ses soldats. Comme le raconte un soldat avec le nom de guerre Tchassik au Kyiv Post, les gars sont devenus d'un niveau supérieur, aussi bien sur le champ de tir qu'au combat. Ils sont devenus plus efficaces. Sans entraînement, ce sera très difficile au combat. Des soldats plus efficaces améliorent la coordination. L'Ukraine concentre son entraînement sur le travail en petits groupes d'infanterie. Ils tirent de diverses distances, puis se replient vers un point de rassemblement. Ces exercices paraissent conçus pour les nouvelles forces d'assaut ukrainiennes. Ces petites unités s'infiltrent, attaquant les troupes russes, les éliminent, puis se retirent pour laisser les unités lourdes ukrainiennes reprendre le territoire. La formation de l'infanterie ukrainienne vise précision et rapidité, et leurs effets se voient déjà sur le terrain. L'Ukraine utilise ces nouvelles tactiques aussi bien pour la défense que pour l'offensive. Le Kiev Post a interrogé un autre soldat, Shambhala, qui a apporté plus d'explications. Chaque exercice concerne la survie, à la fois pour chacun d'eux et pour le groupe dans son ensemble. Un petit groupe peut causer plus de dégâts qu'une compagnie d'infanterie. Notre principe d'entraînement s'appelle « soldat isolé sur le terrain », explique Shambhala. Une personne mobile, maîtrisant le camouflage, connaissant son arme et lisant les intentions ennemies, peut frapper puis se replier à plusieurs reprises pour retenir l'ennemi. Avec un groupe mobile et résilient, l'Ukraine prouve encore sa capacité à s'adapter à toutes les tentatives de la Russie. Les mêmes tactiques d'entraînement que l'Ukraine utilise pour soutenir sa défense
semble maintenant être celle que ces nouveaux groupes d'assaut utilisent pour reprendre du territoire. Concernant Mali-Chabaki, l'Ukraine souhaite aussi récupérer tout territoire de Zaporijia en raison des actions russes à la centrale nucléaire. La Russie a pris cette centrale au début de la guerre et la contrôle depuis. Maintenant, il semble que la Russie essaie de couper cette centrale du réseau ukrainien, et elle y parvient. Comme l'a rapporté le Kiev indépendant le 12 octobre, la Russie a pris la mesure sans précédent de rompre délibérément la connexion entre le réseau électrique ukrainien et la centrale nucléaire de Zaporijia. Il n'y a pas eu de découplage intelligent dans ce cas. Il semble que la Russie ait réussi à couper le cordon, littéralement, en frappant une ligne électrique le 23 septembre. Depuis lors, la centrale fonctionne sur des générateurs diesel de secours. C'est très dangereux et suggère que la Russie veut relier la centrale à son réseau électrique. Selon le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrei Tchibaya, dans un communiqué. Ce n'est pas seulement une tentative de vol d'une installation nucléaire ukrainienne pacifique. Les actions illégales de Rosatom violent les protocoles de sûreté nucléaire internationaux, la licence ukrainienne et menacent un incident nucléaire, selon Sobaya. Ces actions russes placent Mali-Chabaki dans une nouvelle perspective. Ce village de Zaporijia, bien que petit, représente une avancée importante pour l'Ukraine dans la région. Avancer de 3 km sur 5 km de front constitue un progrès significatif pour l'Ukraine. Cela rapproche un peu plus les forces du pays d'une centrale nucléaire que la Russie maltraite, au point où cela pourrait provoquer une catastrophe nucléaire. L'Ukraine ne peut laisser cela arriver. Ces groupes d'assaut vont donc sans doute intensifier leurs actions à Zaporijia dans les prochains mois. La stratégie ukrainienne réussit aussi à Dobropilya et Donetsk. L'Ukraine devra sans doute agir surtout à Zaporijia pour empêcher la Russie de faire une erreur stupide. Il y en a trop avec une centrale. La Russie combat actuellement sur terre et dans les airs, tout en poursuivant son invasion coûteuse et insoutenable de l'Ukraine. Elle a aussi du mal en mer. En fait, selon des rapports récents de responsables de l'OTAN, la marine russe traverse une grave crise, comme en témoigne sa retraite humiliante des eaux de la Méditerranée. Les responsables de l'OTAN surveillant naturellement de près les mouvements militaires russes ces derniers temps, surtout à la suite des récentes incursions de drones dans l'espace aérien de l'OTAN, dans des pays comme la Pologne et la Roumanie. Les pays membres doivent avoir une longueur d'avance sur la Russie, à une époque où de nombreux dirigeants mondiaux redoutent une nouvelle agression du Kremlin, voire une attaque contre un pays de l'OTAN comme un État balte. En conséquence, l'Alliance tient à garder un œil sur le Kremlin en surveillant ses différents actifs, non seulement en Ukraine, mais aussi ailleurs. Il surveillant les actifs navals russes en Méditerranée depuis un moment, et un représentant de l'OTAN a récemment révélé la vérité. La Russie n'a quasiment plus de navires dans cette zone maritime. Le responsable, souhaitant rester anonyme, a déclaré aux médias « Selon notre évaluation, la marine russe, aux ressources déjà limitées, fait face à des difficultés et des dilemmes pour générer des forces. Cela influence sa posture en Méditerranée. » Autrement dit, la Russie fait récemment face à de graves problèmes, beaucoup de ses actifs étant endommagés, détruits ou mobilisés ailleurs. Elle ne peut tout simplement pas se permettre de maintenir une force importante dans la plus grande mer d'Europe. C'est un changement radical. Tout au long de son histoire, la Russie a cherché à maintenir une forte présence navale en Méditerranée, officiellement connue sous le nom de Force opérationnelle permanente de la marine russe en mer Méditerranée. Même si l'on remonte à l'époque de l'Union soviétique, la marine soviétique en avait également fait une priorité d'avoir une flotte en Méditerranée, officiellement connue sous le nom de 5e escadre opérationnelle. Cela montre à quel point la région est importante aux yeux des dirigeants du pays, aussi bien aujourd'hui que par le passé. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. La Méditerranée n'est pas seulement la plus grande mer d'Europe, mais aussi l'un des plans d'eau les plus importants au monde. Elle a été un important centre commercial et de voyage, reliant stratégiquement l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et il y a plus de 20 pays qui bordent les eaux de la Méditerranée, y compris des nations européennes comme la France, l'Italie et la Grèce. Des nations asiatiques comme la Turquie et la Syrie, et des pays africains comme l'Égypte et l'Algérie. Il est logique que la Russie cherche à être présente dans cette région pour y projeter sa puissance et son influence. La Méditerranée fut un théâtre majeur de la guerre froide. La 5e escadre soviétique servait de contrepoids à la 6e flotte américaine alors dominante en mer. Les temps ont changé, l'Union soviétique a disparu et la guerre froide est terminée. La Russie a maintenu des navires dans la région et créé sa force opérationnelle permanente en Méditerranée en 2013. Le Kremlin maintient ainsi une pression sur le flanc sud de l'OTAN, empêchant les États-Unis et l'Europe de contrôler totalement la région. Cela donne également à la Russie l'occasion de surveiller de près les mouvements et les routes commerciales à travers la mer,
ainsi que la possibilité d'intervenir et de perturber ses routes. Si besoin, elle peut aussi soutenir tout allié présent dans la région. En 2015, la Russie a déployé des navires en Méditerranée pour intervenir dans la guerre civile syrienne, apportant un soutien militaire au président syrien Bachar el-Assad. À sa création, la force opérationnelle méditerranéenne russe réunissait des navires des flottes de la mer Noire et du Nord, stationnés en Syrie. Historiquement, elle comptait jusqu'à 15 navires de guerre et des bâtiments auxiliaires, avec la possibilité d'ajouter des navires de la flotte de la Baltique, si nécessaire pour des opérations régionales. Moscou a aussi déjà déployé plusieurs sous-marins en Méditerranée pour renforcer sa position et ses capacités opérationnelles dans la région. Mais cette force navale autrefois puissante semble avoir disparu, la Russie n'opérant désormais que quelques navires dans la région à un moment donné. D'après le responsable de l'OTAN, 2 raisons principales expliquent le déclin de la force navale russe en Méditerranée. La première raison, et peut-être la plus importante, est la perte du port stratégique de la Russie dans la ville syrienne de Tartous. Cela remonte à la guerre civile syrienne, où la Russie a tenté, sans succès, de maintenir Bachar el-Assad au pouvoir et de stopper l'opposition. Le Kremlin détenait un grand pouvoir en Syrie, mais avec la chute du régime Assad fin 2024, son influence a été soudainement anéantie, quelques jours après la chute du régime. Un rapport a émergé de la principale direction du renseignement ukrainien, le direction principale du renseignement, révélant que la Russie avait lancé une évacuation massive de ses troupes et de son matériel militaire depuis les 2 bases qu'elle détenait dans le pays. Latakia, qui était la principale base aérienne russe en Syrie, et Tartous, sa base navale. Pendant des décennies, la Russie a utilisé Tartous comme principal site de ravitaillement et d'entretien en Méditerranée. Elle y avait d'abord déplacé des navires au début des années 1970. Après l'accord de location soviéto-syrien, cette base a joué un rôle clé pendant la guerre en Syrie, servant à livrer des armes russes au régime d'Assad. En 2015, Moscou et Damas ont signé un tout nouvel accord de location de 49 ans. La Russie a beaucoup investi dans les infrastructures, renforçant sa présence à Tartous et déployant plus de personnel et de matériel sur place. Tartous a également été surnommée la fenêtre de la Russie sur l'Afrique, servant de tremplin au Kremlin pour étendre ses tentacules d'influence à travers le continent africain. Elle a servi, par exemple, au déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans plusieurs pays africains, jouant un rôle clé dans la mission de la Russie d'étendre son influence géopolitique dans des pays comme le Cameroun, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo. Avoir Tartous sous contrôle russe était une situation gagnant-gagnant à la fois pour Al-Assad et pour le président russe Vladimir Poutine. Avec Al-Assad écarté du pouvoir et vivant désormais luxueusement à Moscou, la Russie fait soudain face à une nouvelle réalité difficile. En janvier de cette année, le nouveau gouvernement syrien a effectivement annulé l'accord de location entre les 2 nations, expulsant officiellement les Russes de la région. Dans les jours et semaines suivantes, la Russie a dû évacuer sa flottille vers la Méditerranée. En envoyant des navires de soutien supplémentaires comme le cargo Sparta II et le navire de débarquement Alexandre Chabaline, entre autres, dans la région pour aider à l'évacuation. Des frégates russes, dont l'amiral Gorchakov et l'amiral Golovko, ont quitté Tartous, leur port d'attache depuis des années, pour la dernière fois. Et malgré tous ses efforts pour négocier une prolongation de son séjour dans la région, le Kremlin a perdu l'accès à sa seule base navale méditerranéenne pour le ravitaillement, la réparation et le réapprovisionnement de sa force opérationnelle locale. L'impact de cette perte est immense. Grâce à Tartous, la Russie avait une base fiable en Méditerranée. Cela facilitait le maintien d'une grande flotte dans la région, car les navires avaient toujours un lieu où accoster en cas de besoin. Les troupes et fournitures étaient chargées et déchargées des navires en Syrie. Si la Russie devait agir dans la région, elle avait une force prête à être ravitaillée et déployée sur l'eau. Désormais, elle n'a plus cette option. Désormais, si la Russie veut maintenir des navires en Méditerranée, elle devra les envoyer depuis d'autres ports et bases, aucun n'étant véritablement dans cette région. En effet, les options les plus proches dont dispose actuellement la Russie sont ces ports de la mer Noire, notamment celui de la ville russe de Novorossiysk, et d'autres situés dans la région occupée de Crimée. Il reste difficile pour la Russie de faire passer des navires de la mer Noire à la Méditerranée en raison de la distance. Des distances exigeant beaucoup de carburant, et le passage par les détroits turcs. Cela serait déjà problématique en temps normal. Mais c'est un problème encore plus important en ce moment, car la Russie traverse actuellement une grave crise du carburant qui ne cesse de s'aggraver, provoquée en grande partie par la récente série d'attaques de drones de l'Ukraine contre des raffineries de pétrole, des pipelines et d'autres infrastructures liées au carburant à travers le pays. Le pays a à peine assez de carburant pour faire fonctionner sa machine de guerre. Il aurait donc certainement du mal à trouver des stocks excédentaires pour alimenter ses navires de guerre lors de leur long trajet vers la Méditerranée.
Le Kremlin pourrait aussi utiliser d'autres ports nordiques, ou baltes, comme Baltisk à Kaliningrad sur la mer Baltique. Cependant, les navires partant d'ici devraient suivre des routes encore plus longues et complexes pour rejoindre la Méditerranée. Même si les navires arrivaient jusque-là, ils devraient respecter un calendrier très strict. Ils doivent partir à temps pour éviter de manquer de carburant ou de provisions avant de rentrer au port. En bref, la perte de contrôle de Tatas a rendu presque impossible la survie de la force opérationnelle russe en mer Méditerranée. Comme le dit le responsable de l'OTAN. Avec la perte de ce port. Maintenant, par exemple, s'ils veulent amener un sous-marin de classe Kilo dans la région, ils devront le faire venir depuis l'un de leurs ports du Nord ou de la Baltique. Maintenir des opérations est sûrement plus difficile. La preuve en a été donnée fin septembre, quand le sous-marin russe Novorossiysk a dû faire surface près du détroit de Gibraltar. Le sous-marin Kilo, long de 74 mètres, était en mission de combat en Méditerranée, mais a connu une défaillance technique. Du carburant a commencé à fuir dans la cale du navire, et, selon des rapports partagés sur des réseaux sociaux comme Telegram, le sous-marin ne disposait pas des pièces de rechange nécessaires, ni même des spécialistes compétents à bord pour résoudre le problème. En conséquence, il a été contraint de faire surface, et il a ensuite été aperçu en train de faire le long trajet de retour vers la mer Baltique pour être réparé. C'est un nouveau défi pour la marine russe à gérer. Ils peuvent encore amener des navires comme le sous-marin en Méditerranée. L'absence de base officielle ou de port ami rend chaque voyage bien plus risqué qu'avant. Parce que si quelque chose tourne mal, l'aide est très très loin. La deuxième grande raison pour laquelle la Russie semble avoir réduit la taille et l'ampleur de sa flotte méditerranéenne, c'est qu'elle semble désormais déplacer son attention vers la mer Baltique, où l'OTAN a constitué sa propre force à grande échelle. En janvier, après des dommages sur des câbles sous-marins baltiques, probablement causés par la Russie, l'Alliance a lancé Baltic Sentry pour renforcer la sécurité des infrastructures sous-marines et améliorer la réponse des Alliés aux menaces dans la région baltique. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a annoncé cette initiative. En coopération avec tous les alliés, nous ferons le nécessaire pour assurer la sécurité de nos infrastructures critiques et de ce qui nous est cher. La mission a mobilisé des frégates de l'OTAN, des avions de patrouille, des drones et des moyens de surveillance nationaux. Renforcer la posture de l'Alliance dans la région, tout en exerçant simultanément une pression sur la flotte baltique de la Russie. En réponse, le Kremlin semble avoir redirigé et repositionné une grande partie de ses moyens navals dans cette zone, créant une force pour contrer l'OTAN, protéger les intérêts russes et les routes maritimes. Mais la triste réalité pour la Russie, c'est que ses meilleurs efforts ne sont tout simplement pas suffisants. Alors que le Kremlin ne publie pas de données officielles concernant le nombre de navires composant sa flotte de la Baltique. Un rapport de l'Institut international d'études stratégiques, publié plus tôt cette année, indique qu'elle compte environ 69 navires. Comparé à la pleine puissance des forces navales que les membres de l'OTAN peuvent déployer, ce n'est pas un grand nombre. La Russie est encore plus désavantagée, car la plupart des 69 navires de la flotte de la Baltique sont vieux et petits. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une flotte de navires de guerre, de destroyers et de sous-marins haut de gamme et ultramodernes. Au contraire, elle se compose surtout de navires qui n'auraient en presque aucune chance face aux forces de l'OTAN. Cela a été confirmé par un ancien officier de la marine belge, Frédéric Van Locheren. Dans un article pour Naval News, Van Locheren a analysé comment la marine russe a souffert ces dernières années face aux drones et missiles ukrainiens. La marine russe, et plus précisément sa flotte de la mer Baltique, a été la cible d'une campagne navale ukrainienne ciblée qui a impliqué l'utilisation de navires de surface sans pilote et de missiles de croisière. Après cette campagne navale, plusieurs navires de la flotte russe de la mer Noire ont été endommagés ou détruits, obligeant la flotte à quitter la Crimée pour se replier à Novorossiysk, dans le sud de la Russie. L'ancien officier a analysé les récents exercices navals russes et leurs efforts pour protéger leurs actifs. Il a tiré une conclusion nette sur l'avenir naval de la Russie. En comparaison avec l'OTAN, dans la mer Baltique, la flotte russe de la Baltique est largement inférieure en nombre par rapport aux forces de l'OTAN disponibles dans les pays riverains de la mer Baltique. La flotte de la Baltique opère surtout depuis Kaliningrad, un site exposé, entouré et isolé par des pays voisins membres de l'OTAN. On ne s'attend pas, dans la situation actuelle, à ce que la flotte de la Baltique soit capable d'opposer une grande résistance, compte tenu de la supériorité écrasante des forces de l'OTAN directement disponibles dans la région baltique. Van Locheren affirme que la Russie pourrait offrir à sa marine une chance face à l'OTAN en investissant dans des navires de surface sans équipage ou drones marins. Il souligne aussi que l'OTAN possède déjà une avance dans ce domaine grâce à l'Ukraine. Les forces de l'OTAN ont sûrement analysé la campagne des Unmanned Surface Vehicles ukrainiens en mer Noire et disposent probablement d'un accès direct aux données et connaissances ukrainiennes.
L'OTAN acquiert constamment une expérience précieuse dans la guerre par drone. Ses forces tirent des enseignements des affrontements avec les rebelles Houthis en mer Rouge, par exemple. Et elle découvre de nouvelles stratégies et tactiques pour utiliser les drones maritimes de manière offensive et s'en défendre. De nombreux navires de guerre de l'OTAN ont déjà ajouté des mitrailleuses légères et lourdes sur leurs ponts, pour mieux neutraliser les essaims entrants. Le responsable anonyme de l'OTAN partage l'avis de Van Lokering. Les Alliés ont un avantage technologique sur la Russie pour les drones navals prêts à l'emploi et efficaces. Mais nous ne pouvons pas relâcher la pression. Les nations alliées doivent garder l'urgence pour maintenir et renforcer notre avance par l'innovation. En résumé, tant que l'OTAN poursuit ses efforts, tire des leçons du conflit en Ukraine et reste engagée dans des initiatives comme Baltic Sentry, la marine russe peut difficilement agir contre cela. Elle n'a certainement pas le nombre de navires nécessaires pour affirmer sa domination dans des régions comme la mer Baltique, ni l'infrastructure requise pour projeter sa puissance dans des zones comme la mer Méditerranée. Les forces navales du Kremlin se retrouvent ainsi dans une position très humiliante. Chassées de leur base tatare de longue date, sans autre port d'attache dans la région méditerranéenne. Leurs effectifs diminuent également, grâce aux nombreuses frappes réussies de drones et de missiles de l'Ukraine au cours de la guerre jusqu'à présent. Kiev a détruit des sous-marins, des navires de débarquement, des frégates, des corvettes et d'autres bâtiments. Avec l'Ukraine qui se renforce, développant son armée de drones et ses capacités de frappe de missiles, impossible de prévoir combien la marine russe souffrira encore face à ses ennemis dans les prochains mois. On pourrait voir des frappes de missiles Neptune sur d'autres ports russes ou des attaques de drones maritimes contre des sous-marins Kilo et des frégates de la flotte baltique. En résumé, la marine russe est dans une situation terrible et il n'y a aucun signe d'amélioration dans un avenir proche. Elle était censée être l'une des armes les plus efficaces de la Russie. Un missile furtif tiré depuis le soi-disant chasseur de 5e génération russe, le Sukhoi 57, capable d'échapper aux défenses aériennes et de frapper avec une force immense, puissant, caché, inarrêtable. Pour Vladimir Poutine, ce missile devait incarner la plus grande menace russe sur les villes ukrainiennes. À présent, l'un de ces missiles n'est qu'un tas de ferraille en feu. L'Ukraine a détruit un des missiles russes les plus furtifs avec une arme qui n'était pas conçue pour cela. Poutine furieux. L'Ukraine détruit son missile furtif avec une technologie peu coûteuse. Le 11 octobre, United 24 Media a rapporté l'incroyable tir de missile réussi par l'Ukraine. Notant que l'Ukraine a réussi à abattre un missile Kh-69 qui serait l'un des missiles les plus furtifs de l'arsenal russe en utilisant un intercepteur Advanced Precision Kill Weapon System. L'intercepteur sera examiné plus en détail plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, le point clé est que l'Advanced Precision Kill Weapon System est une roquette guidée par laser capable de détruire des cibles aériennes. Le guidage laser rend l'Advanced Precision Kill Weapon System idéal pour détruire les drones à déplacement lent. L'Ukraine a utilisé ce système pour neutraliser un des meilleurs missiles russes. Le plus impressionnant, c'est que l'Ukraine a réussi cela avec une roquette bien moins chère que le missile détruit. Selon Euromaidan Press en septembre, chaque Kh-69 coûte environ 50 000 $ à la Russie pour sa fabrication. La roquette utilisée par l'Ukraine a coûté une fraction de ce prix, seulement 25 000 $ selon United 24 Media. L'Ukraine a ainsi obtenu un rendement de 20 pour 1 en utilisant une roquette qui n'aurait jamais dû atteindre un Kh-69 en vol. La Russie voudrait peut-être nier que cela s'est produit, mais elle ne le peut pas. L'Ukraine dispose d'images de tout l'incident. Le commandement aérien Est de l'Ukraine a publié sur Facebook une vidéo montrant le sort du missile russe. Depuis la perspective du système d'armes ukrainien tirant l'Advanced Precision Kill Weapon System, on voit le missile traverser le ciel, l'Advanced Precision Kill Weapon System verrouillé dessus, le suivant en vol. Les spectateurs attentifs remarqueront même le pointeur laser de l'Advanced Precision Kill Weapon System clignoter sur le missile russe. Alors que le Kh-69 s'apprête à se défendre, la gâchette est actionnée et la roquette ukrainienne tirée. Le résultat est clair pour tout le monde. Le Kh-69 est réduit en morceaux par une roquette à 25 000 $. Les images ont rapidement atterri entre les mains du compte X Open Source Intelligence Technique. Open Source Intelligence signifie renseignement de source ouverte, et Open Source Intelligence Technique fournit souvent des analyses de vidéos et des statistiques intéressantes concernant la guerre en Ukraine. Voici ce qu'il dit à propos de la vidéo ukrainienne, montrant un vampire ukrainien. Le système Surface-to-Air Missile Brawler abat un missile de croisière russe, Kh-69,
avec une roquette guidée par laser Advanced Precision Kill Weapon System à faible coût. Le média ajoute que cette séquence confirme que la plateforme, initialement conçue comme une arme anti-drone, peut également neutraliser avec succès des menaces de plus haut niveau. C'est pourquoi Poutine est furieux. La Russie risque de perdre autant de drones que l'Ukraine en détruit. La Russie peut en produire plus, ces drones étant peu coûteux et jetables. Mais un missile à 50 000 $ représente un investissement dans la destruction d'une ville ukrainienne. Si l'Ukraine peut abattre ces missiles avec une roquette qui coûte une fraction du prix. Poutine sait que l'Occident doit juste fournir plus de roquettes guidées par laser pour réduire l'efficacité des Kh-69 russes. Open Source Intelligence mentionne quelque chose d'intéressant, en notant que l'Ukraine a utilisé l'un de ses systèmes de missiles solaires, Brawler ou Surface-to-Air Missile, pour tirer l'Advanced Precision Kill Weapon System. Le coût exact de ce système est inconnu, mais peu importe, car l'Ukraine peut réutiliser un seul Brawler. Chaque Kh-69, ainsi que l'Advanced Precision Kill Weapon System qu'a utilisé l'Ukraine pour abattre ce missile, sont des armes à usage unique. Il est fait pour être lancé, parcourir une distance et détruire, pas pour être détruit. L'Ukraine a réussi cet exploit incroyable lors d'une nouvelle nuit où la Russie a lancé une lourde frappe aérienne. Militani a les détails de la frappe russe, en précisant qu'elle a eu lieu le 10 octobre. La Russie a lancé de nombreux drones, ainsi que des missiles de croisière et balistiques contre l'Ukraine. Il semble que la Russie tentait de détruire les infrastructures énergétiques ukrainiennes lors de cette attaque, et elle a été en partie couronnée de succès. Les missiles et drones russes ont réussi à endommager certaines infrastructures, en plus de causer des dégâts à des immeubles résidentiels. Kiev a été touché. Certains quartiers de la capitale ukrainienne se sont retrouvés sans électricité. Parmi les cibles particulières figurait le district de Petchersky, où des débris de drones russes ont frappé plusieurs immeubles résidentiels, provoquant des incendies. Les districts de Podilsky et Desniansky ont aussi été touchés par des débris de drones. Les débris de drones russes de type Shahed sont tombés près d'un espace ouvert et d'une clinique, respectivement. Des infrastructures ont également été attaquées à Zaporijia, lors du raid aérien nocturne de la Russie, des bombardements répétés ayant entraîné la mort d'un garçon de 7 ans. De retour à Kiev, l'attaque aérienne russe a blessé au moins 12 personnes dont 8 hospitalisées. Le 10 octobre, la Russie a causé de nombreux dégâts. L'Ukraine a évité bien plus de dégâts en abattant un Kh-69 avec une roquette laser bon marché. Et cela nous amène naturellement à examiner de plus près l'arme qu'a utilisée l'Ukraine, et celle qu'elle a détruite. L'attention se porte d'abord sur l'Advanced Precision Kill Weapon System, qui est un équipement intéressant. United 24 Media indique que l'arme a été développée par BAE Systems, un leader mondial de la technologie aérospatiale basé au Royaume-Uni. Cependant, le programme dépend du département de la défense des États-Unis. Donc l'Advanced Precision Kill Weapon System n'est pas une arme ukrainienne. C'est une roquette occidentale dont l'Ukraine a prouvé qu'elle est bien plus utile que ce que quiconque en Occident, y compris Poutine, aurait pu imaginer. L'Advanced Precision Kill Weapon System est intéressant parce que c'est un kit de conversion plutôt qu'une roquette autonome. United 24 Media affirme que chaque 70 ménémés en munitions guidées, en ajoutant le chercheur laser cité plus tôt, celui-ci utilise le guidage laser semi-actif. Cela pourrait expliquer comment l'Ukraine a pu suivre et neutraliser un missile furtif russe. Et l'Ukraine utilise l'Advanced Precision Kill Weapon System depuis 2023. L'Advanced Precision Kill Weapon System ressemble au kit de roquettes planantes utilisé par la Russie contre l'Ukraine, avec un effet dévastateur. Ces kits transforment des bombes non guidées, généralement l'énorme stock de bombes aériennes de fabrication de l'époque soviétique de la Russie, en armes. Elles parcourent plus loin grâce à des ailes repliables et un guidage primitif. Advanced Precision Kill Weapon System fait quelque chose de similaire du côté défensif pour les roquettes ukrainiennes, sauf qu'il transforme ces roquettes en quelque chose de bien plus précis que ce que les bombes planantes russes pourraient jamais espérer être. Le Naval Air Systems Command précise que le système de guidage Advanced Precision Kill Weapon System mesure environ 185 pouces de long. Ajouté à une roquette, ce système de guidage rend l'ensemble de l'arme presque 74 pouces de long. Un 32 livres le 9 à 10 livres de ce poids. La roquette ukrainienne est aussi rapide. Elle atteint une vitesse maximale d'environ 1 km par seconde, ce qui équivaut à peu près à 2236 miles par heure. C'est presque Mach 3, ce qui pourrait expliquer pourquoi la roquette ukrainienne à 25 000 $ a pu toucher un Kh-69.
Quant à la tête explosive de l'Advanced Precision Kill Weapon System, elle est chargée avec 10 livres d'explosifs grâce à l'utilisation des anciennes roquettes Hydra+. Selon le Naval Air Systems Command, le Royaume-Uni a été ravi de partager cette arme avec ses partenaires occidentaux. Les États-Unis l'utilisent clairement. Désormais, l'Ukraine a aussi un approvisionnement régulier en kits Advanced Precision Kill Weapon System. Ce n'est pas un concept nouveau. La page produit de BA Systems précise que l'Advanced Precision Kill Weapon System a fait ses preuves au combat depuis plus de 10 ans. Son principal avantage est d'atteindre la cible avec une grande précision en limitant les dommages collatéraux. Dans le cas du KH-69, cela signifie que l'Advanced Precision Kill Weapon System a pulvérisé la roquette, tout dommage collatéral étant causé par les débris de cette roquette retombant au sol. Selon BAE Systems, l'Advanced Precision Kill Weapon System comble le fossé entre roquettes non guidées et munitions anti-chars lourdes, une caractéristique partagée par toutes les branches des forces armées américaines. Marine, Corps des Marines, Armée de terre et Armée de l'air. Le système Advanced Precision Kill Weapon System offre systématiquement une précision chirurgicale pour une létalité maximale contre des cibles non blindées ou légèrement blindées, à un coût inférieur à celui des autres systèmes. C'est ce comblement du fossé qui a joué en faveur de l'Ukraine. Une roquette standard n'aurait jamais pu neutraliser un KH-69, sauf avec une chance sur 1 million. Cela aurait nécessité de la chance plutôt que de la précision. Quant aux munitions anti-chars plus lourdes, BAE mentionne que l'Ukraine en possède une quantité très limitée, et qu'elles sont bien plus coûteuses que l'Advanced Precision Kill Weapon System. L'Ukraine utilise ces systèmes, le Patriot américain étant sans doute le plus célèbre. Mais si elle obtient les mêmes résultats avec une roquette à 25 000 $ au lieu d'un missile de défense aérienne bien plus cher, ces systèmes lourds peuvent être réservés. Pour des menaces encore pires que celles que la Russie a déchaînées le 10 octobre, l'Advanced Precision Kill Weapon System n'est certainement pas une arme ancienne. L'Ukraine utilise depuis des années cet équipement ingénieux avec efficacité, bien que son usage le 10 octobre ait été inédit. Ce système d'armes neutralise parfaitement drones et menaces stationnaires, ce qui rend d'autant plus impressionnante la destruction par l'Ukraine d'un des missiles russes les plus performants, avec une simple roquette. Et l'un de ces équipements, c'est impressionnant. Eh bien, il suffit d'examiner les spécifications du KH-69 pour trouver la réponse à cette question. Militani fournit les bases dans son rapport sur l'exploit remarquable de l'Ukraine. Il indique que le KH-69 a été dévoilé en 2009, bien qu'il ait été appelé KH-59MK2 à l'époque. Il est fabriqué par le bureau de conception de construction de machines Roduga de Russie, et il a été presque entièrement repensé en 2015 pour intégrer des éléments de furtivité qui auraient dû rendre impossible pour l'Ukraine de l'abattre à l'aide d'un Advanced Precision Kill Weapon System. Après cette refonte, seul le système de guidage du missile subsistait. Même le corps du missile a été entièrement revu pour être compatible avec les nouveaux Su-57 russes. Au-delà de ces chasseurs, la Russie peut lancer des KH-69 depuis ses plateformes aériennes. Su-30MK, Su-34, Su-35, MiG, 29K et MiG 35S. La Russie indique que le missile porte une ogive d'environ 683 livres, bien supérieure à celle de 10 livres de la roquette, ayant détruit le KH-69 le 10 octobre. D'un autre côté, une roquette n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts face à un missile doté d'une ogive aussi lourde. Si la roquette pénètre et explose, l'ogive du missile fait le reste. Militani ajoute que le KH-69 atteint une vitesse allant jusqu'à 1000 km/h, ce qui est beaucoup plus lent que l'Advanced Precision Kill Weapon System, et qu'il aurait une portée d'environ 290 à 400 km. Donc, c'est un missile longue portée qui est rapide, même s'il n'est pas aussi rapide que la roquette qui l'a détruit. Avec une ogive aussi massive, il aurait sans doute causé de lourds dégâts si l'Ukraine l'avait laissé atteindre sa cible. Ensuite, il y a l'aspect du KH-69 qui était censé le rendre presque impossible à atteindre. Ses capacités furtives. Army Recognition rapporte que le KH-69 intègre des matériaux absorbant les ondes dans sa structure. Ces matériaux doivent réduire la section radar du missile, le rendant difficile à détecter et à intercepter par les systèmes de défense aérienne. Cette faible section radar sera aussi utile lors des frappes aériennes massives de la Russie, car cela pourrait rendre le missile difficile à distinguer des hordes de drones que la Russie envoie en Ukraine. Peut-être que c'est ainsi que l'Advanced Precision Kill Weapon System ukrainien a pu trouver le missile. Peut-être qu'il ressemblait à un drone sur le radar. L'Ukraine n'a su qu'il s'agissait d'un missile qu'après le verrouillage de la cible. La Russie en est d'ailleurs très fière.
En février 2024, l'armée bulgare a qualifié le KH-69 de stunner furtif, qui échappait aux services de renseignement occidentaux. Poutine aurait adoré lire ce rapport. La Russie avait enfin un missile difficile à intercepter pour les défenses aériennes occidentales. Le média précise que le missile serait aussi plus furtif que nombre de modèles occidentaux. Les créateurs du KH-69 le présentent fièrement comme l'un des missiles de croisière les plus précis de la Russie, affichant une marge d'erreur impressionnante de seulement 3 mètres. Droite militaire bulgare. Sa forme unique et ses matériaux offrent au missile une dispersion supérieure à ses homologues occidentaux, renforçant son avantage concurrentiel. Y compris le Scalp AG Storm Shadow franco-britannique, le Air-to-Ground Missile 158, Joint Air-to-Surface Standoff Missile américain et le Taurus allemand. Un possible avantage du KH-69. Mais cela n'a pas empêché l'Ukraine d'abattre le bijou furtif de la Russie avec une roquette à 25 000 $. Vladimir Poutine doit déjà bouillir, car la Russie vient d'être humiliée de façon inattendue lors du déploiement du KH-69. Cependant, il sera absolument furieux en réalisant que ce n'est pas la première fois que la Russie se retrouve humiliée à propos de son missile furtif de pointe. En fait, ce n'est même pas la première fois au cours des dernières semaines. Aussi impressionnant que puisse être le fait que l'Ukraine ait détruit un KH-69 avec un Advanced Precision Kill Weapon System, cet exploit reste éclipsé par ce qu'elle a accompli le 19 septembre. L'Ukraine a également réussi à détruire un KH-69 avec une mitrailleuse datant de la Première Guerre mondiale et seulement 11 $ de munitions. Découvrez-en plus dans notre vidéo qui explique ce qui s'est passé. Mais le message de tout cela est clair. Le missile furtif le plus impressionnant de la Russie n'est peut-être pas aussi fantastique que Vladimir Poutine voudrait le faire croire au monde. Même s'il respecte ses promesses de furtivité, cela donne une mauvaise image de la Russie. Que des systèmes qui ne sont pas censés pouvoir abattre un KH-69 y parviennent tout de même. La question maintenant est de savoir ce que cela signifie pour l'avenir de la défense de l'Ukraine contre les KH-69 russes. Aussi impressionnant que d'abattre un missile furtif russe avec un Advanced Precision Kill Weapon System, on ne peut pas supposer que cela deviendra courant pour l'Ukraine à l'avenir. Il est rassurant de savoir qu'une roquette à 25 000 $ peut détruire un KH-69 si les opérateurs parviennent à détecter le missile russe en vol. Cependant, cela est loin d'être garanti. Donc il est peu probable que l'Ukraine remplace prochainement ses autres systèmes de défense aérienne par des roquettes Advanced Precision Kill Weapon System. Néanmoins, c'est toujours un avantage pour l'Ukraine d'avoir une nouvelle astuce de défense aérienne dans sa manche, et l'Ukraine a besoin d'en avoir autant que possible. Les frappes de missiles et de drones russes se sont intensifiées au fil de l'avancée de 2025. La semaine précédant l'abattage du KH-69 a été particulièrement douloureuse pour l'Ukraine. Au-delà de la frappe mentionnée plus tôt dans la vidéo, la Russie a lancé des milliers de projectiles aériens sur l'Ukraine durant la première semaine d'octobre environ. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a affirmé, selon l'Organisation mondiale de la santé d'après Al Jazeera. La Russie a lancé plus de 3100 drones, 92 missiles, et environ 1360 bombes planantes. Cela fait 4500 projectiles en une semaine. Donc, tout ce que l'Ukraine possède qui est capable d'abattre les plus puissants de ces projectiles est un atout considérable. Defense Block dit la même chose, en notant l'efficacité du système contre un missile à profil furtif comme le KH-69. Cela prouverait une nouvelle capacité majeure de la défense aérienne ukrainienne et l'adaptabilité des systèmes occidentaux intégrés au réseau multicouche de l'Ukraine. C'est cette nouvelle capacité qui réjouira l'Ukraine et qui rendra Poutine encore plus furieux. Cela a déjà été dit, le Advanced Precision Kill Weapon System n'est pas censé pouvoir faire ce qu'il a fait le 10 octobre. L'Ukraine, désormais confiante, pourrait tenter d'utiliser ces roquettes pour intercepter plus de missiles russes. Comme mentionné, le Advanced Precision Kill Weapon System ne va pas remplacer ce que l'Ukraine possède déjà. Mais qui sait? Avec la montée des drones intercepteurs capables d'abattre les drones russes Shahid, quelques Advanced Precision Kill Weapon Systems supplémentaires pourraient être attribués à la mission anti-missiles à l'avenir. Un autre aspect de ce que l'Ukraine vient d'accomplir pourrait passer inaperçu. Le KH-69 n'est pas seulement un missile fabriqué par la Russie pour être utilisé en Ukraine, c'est un missile que la Russie a l'intention de vendre. En fait, la Russie essaye déjà de le faire. Le 21 juin, Defensin a indiqué que la Russie offrait ses missiles furtifs KH-69 à l'Inde pour équiper ses Su-30. D'après le média, ces missiles compléteraient les stocks de systèmes de croisière autonomes à longue portée de l'armée de l'air indienne.
Et il souligne que la Russie cherche à renforcer la relation de longue date qu'elle entretient avec l'Inde en matière de vente d'armes. Cette relation doit clairement être renforcée. Au cours des 2 dernières décennies, la dépendance de l'Inde vis-à-vis des armes russes a diminué. C'est selon le Centre de lutte contre la désinformation, qui a déclaré en décembre 2024 que l'Inde avait obtenu 76% de ses importations d'armes de la Russie en 2009. En 2023, ce taux est tombé à 36%, montrant la volonté de l'Inde de se détourner des armes russes. La Russie espérait sans doute que proposer ses missiles Kh-69 à l'Inde inverserait cette tendance. La question est donc, l'Inde s'intéressera-t-elle à un missile furtif pouvant être abattu par une roquette à 25 000 $? Le prix de 50 000 $ pour le Kh-69 évoqué plus tôt semble correspondre au coût de fabrication pour la Russie et non à ce qu'elle en retirerait. Une majoration est probable et l'Inde devra acheter des dizaines de ces missiles pour garantir un stock suffisant. Va-t-elle prendre ce risque maintenant qu'elle peut voir ce qui arrive au Kh-69 en Ukraine? Peut-être. Ou peut-être pas. Si l'Inde évite le Kh-69, l'événement du 10 octobre pourrait ainsi avoir eu un effet secondaire positif inattendu pour l'Ukraine. Le pays essayait simplement de se défendre contre une nouvelle frappe aérienne russe. Mais d'autres humiliations liées au Kh-69 pourraient finir par rendre ce missile très difficile à vendre pour la Russie, ce qui, en retour, nuit à une industrie de l'armement qui commence déjà à rencontrer des difficultés. Une fois la guerre en Ukraine commencée, Vladimir Poutine pensait avoir la stratégie parfaite pour cette guerre. Il pensait avoir la stratégie parfaite. Après que sa tentative initiale de s'emparer de l'Ukraine en une semaine ait complètement échoué, tout ce que la Russie avait à faire était d'épuiser l'Ukraine par la force du nombre. Finalement, la défense tomberait et la Russie pourrait prendre l'Ukraine peu après. Cela remonte à plus de 3 ans. La Russie a réalisé des gains territoriaux minimes depuis lors, surtout si l'on considère ses pertes importantes. Aujourd'hui, Poutine fait face à une guerre qui dure plus longtemps que prévu et qui sert de catalogue de son incapacité à tenir ses promesses. Les échecs massifs de Poutine dans la guerre en Ukraine déchirent la Russie, et l'avenir s'annonce sombre pour le pays de Poutine. John Foreman résume la situation lors d'une interview à Times Radio le 10 octobre. Foreman, ancien attaché de défense du Royaume-Uni à Moscou et Kiev entre 2019 et 2022, comprend mieux Poutine que la plupart des non-russes. Il a une opinion claire sur l'échec de Poutine en Ukraine. Interrogé sur le lien entre les récentes attaques hybrides russes en Europe et le champ de bataille ukrainien, Foreman répond clairement « Oui, mais je pense que, vous savez, la Russie a subi une catastrophe stratégique en envahissant l'Ukraine. » Selon Foreman, le principal échec de Poutine est que la Russie n'a pas conquis autant de territoires qu'elle aurait dû. 2025 a surtout été une mauvaise année pour Poutine, selon Foreman sur la Russie. Toute son avancée de l'année a été minime. Et il semble que cela touche à sa fin maintenant et que la Russie se prépare pour 2026. Foreman n'a pas tort. La Russie a commencé l'année en réalisant certaines de ses plus petites avancées territoriales depuis le début de la guerre en Ukraine. En avril, un net ralentissement est apparu, comme l'a rapporté Al Jazeera à l'époque. La chaîne a mis en avant les chiffres publiés à la fois par le ministère britannique de la Défense et par l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institute for the Study of War. Les deux organisations ont donné des avis légèrement différents sur les progrès russes, mais toutes deux les jugent lents. Le ministère de la Défense a indiqué que la Russie n'avait pris que 326 km² en Ukraine en janvier. En février, il est descendu à 197 km², puis à 142 km² en mars. Selon l'Institute for the Study of War, les gains de la Russie étaient un peu meilleurs, mais loin d'être impressionnants. En janvier, la Russie a revendiqué 427 km² d'Ukraine, selon l'Institute for the Study of War, puis 355 km² en février et 202 km² en mars. Dans les deux cas, il y a une nette tendance à la baisse. Mais Poutine avait au moins de grands projets pour l'été. Il a lancé une grande offensive estivale visant à établir une zone tampon à Soumy et à s'emparer de la ville logistique clé de Pokrovsk, dans la région de Donetsk. Poutine a consacré des milliers et des milliers de soldats à ses objectifs, pour finalement voir l'armée russe échouer complètement à les atteindre. Oui, la Russie a conquis plus de territoires ukrainiens cet été qu'en début d'hiver et au printemps. Mais elle n'a pas eu le territoire souhaité, ni celui nécessaire à de plus grands progrès ultérieurs. Maintenant, comme le souligne Foreman, la Russie est de nouveau en déclin. Le 1er octobre, CNN a rapporté les affirmations du groupe de surveillance Deep State, selon lesquelles la Russie n'avait réussi à capturer que 5 miles carrés de l'Ukraine en septembre.
Ce sont les mêmes chiffres qu'au début de 2025, montrant une nouvelle erreur de Poutine. Pire encore, selon Deep State, ces chiffres montrent à quel point la guerre de Poutine en Ukraine se passe vraiment mal. Deep State affirme que le mois dernier, l'ennemi occupait 44% de territoire en moins qu'en août. Ce mois-ci, les Russes ont occupé 0,04% du territoire national, atteignant ainsi 19,04% au total. La Russie cherche évidemment à présenter tout cela de la manière la plus positive. À la publication du rapport Deep State, la Russie déclarait avoir conquis environ 5000 km² de terre en Ukraine cette année. Même ce chiffre, aussi gonflé qu'il puisse paraître, n'est guère impressionnant pour la Russie. Comme l'a rapporté le Kiev Post le 8 octobre, la Russie a dépassé le cap du million de pertes pendant l'été et elle a perdu 281 000 soldats. Et ce chiffre continue d'augmenter en 2025. Et cela sans même mentionner que l'Ukraine a repris de nombreux territoires depuis la fin de l'été. Ce sont des échecs pour tous, sauf pour Poutine. Peut-être que l'échec majeur du dirigeant russe est de ne montrer aucun signe de vouloir changer de cap. La paix n'est certainement pas à l'ordre du jour de Poutine, comme Foreman l'a dit à Times Radio. Cela poussera aussi Poutine à augmenter les menaces hybrides et cybernétiques russes contre l'Europe, ce qui pourrait finalement nuire à la Russie au lieu de l'aider. Ce point sera abordé dans un instant. D'abord, Foreman semble avoir parfaitement raison en ce qui concerne le refus de Poutine d'accepter la paix. Cela condamne la Russie à encore des mois, voire des années de guerre déjà coûteuses. Chers amis, presque tous ceux impliqués dans la guerre en Ukraine estiment que Poutine ne veut pas la paix. De l'Union européenne ou de l'Union européenne? Kaja Kallas l'a affirmé après la visite historique de Poutine auprès du président Trump en Alaska en août dernier. Mais la réalité est que la Russie ne compte pas mettre fin à cette guerre bientôt, a écrit Kaja Kallas sur X le 16 août. Alors que les délégations se rencontraient, la Russie attaquait encore l'Ukraine. Vladimir Poutine fait traîner les négociations en espérant s'en sortir ainsi. Il a quitté Anchorage sans prendre aucun engagement pour mettre fin aux tueries. Le Conseil de l'Atlantique a une vision tout aussi sombre du manque de volonté de Vladimir Poutine pour la paix, notant que malgré les efforts de Donald Trump, Vladimir Poutine a à maintes reprises tenté de retarder la paix. Alors que Vladimir Poutine évoque la paix, les attaques de drones russes contre l'Ukraine atteignent des records d'ampleur et d'intensité. Le rapport conclut que Vladimir Poutine n'a aucun intérêt à arrêter la guerre en Ukraine. Alors que des milliers de Russes meurent, la démarche de paix de Vladimir Poutine reste l'un de ses grands échecs. Un point expliqué plus tard dans la vidéo. Une incapacité totale à reculer par rapport à ses exigences maximalistes. Des exigences qui incluent que l'Ukraine cède de vastes portions de territoire à la Russie et se neutralise au point de pouvoir être envahie à nouveau avec beaucoup moins de résistance, sont au cœur de ses revendications. Vladimir Poutine voit maintenant le complexe militaro-industriel qu'il a instauré en Russie comme principal moteur économique du pays, selon l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. Ainsi, mettre fin à la guerre est exactement le contraire de ce que souhaite faire le dirigeant russe. Vladimir Poutine a mené la Russie dans une impasse sans issue. Des signes montrent que même en Russie, certains perçoivent la guerre en Ukraine comme vouée à l'échec. Certains en Russie, selon Foreman, estiment que les pourparlers de paix en Alaska ont finalement été plus néfastes pour la Russie qu'on ne l'aurait imaginé. Bien que Foreman minimise l'idée que ces pourparlers ont été un désastre pour Poutine, il a tout de même déclaré à Times Radio: Vous savez, Trump a essayé de tenter un coup de poker pour obtenir un accord de paix sans aucune préparation, à la dernière minute. Ça n'allait jamais fonctionner. Ce n'est pas l'approche russe, je pense que la formulation russe maintenant, c'est que c'est vous. C'était une perte de temps, il n'était pas nécessaire que cela mène quelque part. C'est en net contraste avec ce que ressentait l'élite politique russe après la réunion en Alaska. Le 16 août, Reuters a rapporté que les hommes politiques russes saluèrent la réunion en Alaska comme un triomphe pour la Russie. Cela rapprocherait le pays de la version de la paix qu'il souhaite obtenir. L'une de ces personnes était Andrei Klishus, que le média présente comme le principal législateur du parti Russie Unie dirigé par Poutine. La réunion en Alaska a confirmé le souhait de paix durable et juste de la Russie, selon Klishus. Konstantin Kosachev, président de la commission des affaires étrangères à la chambre haute du Kremlin, était aussi satisfait. La réunion en Alaska, son ton et son issue constituent un succès majeur pour les deux présidents, chacun ayant contribué personnellement à obtenir les meilleurs résultats possibles à ce moment-là. Qu'est-ce qui a changé depuis août?
Ce type de commentaires illustre des politiciens russes cherchant à plaire à leur chef pour obtenir ses faveurs. Vladimir Poutine utilise souvent ses soutiens comme porte-parole. Il est donc probable que ces messages visaient Donald Trump. Vladimir Poutine cherche à prouver à Donald Trump qu'il a bien agi et rapproche la guerre d'une paix. Pendant que la Russie bombardait l'Ukraine, Poutine pensait maîtriser la situation, tandis que Trump réalisait le contraire. C'est un nouvel échec stratégique de Vladimir Poutine qui a gravement nui à la Russie. Et c'est peut-être pourquoi l'opinion selon laquelle tout cela est une perte de temps devient maintenant prédominante, selon les affirmations de Foreman. Donc, Vladimir Poutine est obligé d'essayer différentes choses pour détourner l'attention de ses nombreux échecs en Ukraine, ce qui nous ramène au point mentionné plus tôt, les attaques de guerre cybernétiques et hybrides de la Russie contre l'Europe au cours des derniers mois. Le Conseil de l'Atlantique a évoqué certaines de ces attaques dans un article du 9 octobre qualifiant Vladimir Poutine de gangster géopolitique cherchant à intimider l'Europe. Début septembre, une vague de drones russes a survolé la Pologne. Des chasseurs russes ont pénétré l'espace aérien estonien peu après. Des drones russes ont aussi été observés en Allemagne, au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas, tous membres de l'Union européenne et de l'OTAN, soutenant fortement l'Ukraine. Ce sont le genre d'attaques dont parle Foreman, et elles semblent devenir un élément clé de la stratégie de guerre de Poutine en Ukraine. Le dirigeant russe essaie d'utiliser la guerre hybride pour empêcher les alliés de l'Ukraine d'apporter leur soutien. Comme l'a souligné Zelensky le 12 octobre, Poutine tente aussi de détourner l'attention occidentale de la guerre en Ukraine. La Russie profite maintenant de la situation. Zelensky a écrit sur X que le Moyen-Orient et les affaires intérieures de chaque pays attirent toute l'attention. Il n'a pas tort. Foreman a aussi expliqué à Times Radio le probable plan futur de la Russie pour l'Europe. C'est ici que pourrait résider un autre des échecs stratégiques de Poutine. Poutine veut que les alliés européens de l'Ukraine deviennent si méfiants envers la Russie qu'ils arrêtent leur soutien. S'ils restent centrés sur eux, l'Ukraine s'affaiblira. Cependant, Poutine n'a fait que renforcer la détermination des membres européens de l'OTAN. Il prévoit maintenant des réponses militaires aux menaces de guerre hybride de la Russie, évoquées dans une vidéo début octobre. Regardez cette vidéo pour en savoir plus. En unissant l'OTAN et l'Union européenne contre lui, Poutine cherche à pousser l'Europe, via les cyberattaques russes, à détourner l'attention de la guerre en Ukraine. Diviser l'attention militaire entre l'Ukraine et l'Europe montre que Poutine ne cherche pas à corriger ses nombreuses erreurs stratégiques durant la guerre. Peut-être que Poutine est tellement égocentrique qu'il croit n'avoir commis aucune erreur. Ou bien il s'est peut-être entouré de tant de flatteurs qu'il n'en a aucune idée. Les gains territoriaux de la Russie sont loin d'être aussi impressionnants que Poutine essaie de le faire croire lorsqu'il en parle. Quoi qu'il en soit, l'accent mis sur l'Europe est peut-être la plus grande erreur de Poutine. L'Ukraine reste un problème majeur pour la Russie, et Poutine paraît incapable de modifier une stratégie de guerre qui affaiblit la Russie depuis plus de 3 ans. Cela montre comment tout cela déchire la Russie. Cela se produit déjà, même si Poutine ne le voit pas, et commence par le statut géopolitique de la Russie. Après l'Alaska, les actions de Poutine et la complaisance envers Trump, censé garder les États-Unis partiellement alliés à la Russie, échouent désormais. Tout soutien des États-Unis à la Russie depuis l'élection de Trump a disparu. Et Trump parle ouvertement d'offrir plus de soutien à l'Ukraine qu'il ne l'a fait à aucun autre moment depuis son entrée en fonction. Trump a déclaré qu'il pense que l'Ukraine a la capacité de reprendre les territoires qu'elle a perdus face à la Russie. C'est un revirement total par rapport à ses précédentes affirmations selon lesquelles l'Ukraine n'a aucune carte. L'Institut Lowy pense même que Trump pourrait avoir raison, notant que la Russie perd des soldats sur le champ de bataille et doit également faire face à des frappes ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques qui nuisent économiquement au pays. La société de presse rapporte que Trump dit maintenant envisager d'envoyer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Ces missiles peuvent parcourir environ 1500 miles, ce qui mettrait toutes les parties concernées de la Russie dans la ligne de mire de l'Ukraine. Si Trump va jusqu'au bout, c'est une grande supposition. Trump pourrait parler pour montrer à Poutine ce qui arriverait si le dirigeant russe ne coopère pas. Mais même si c'est le cas, le changement de rhétorique des États-Unis est une démonstration frappante de l'échec de Poutine à manipuler les États-Unis dans un jeu qu'il pensait gagner. Les frappes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes, évoquées récemment, se sont intensifiées. Le 5 octobre, The Economist a indiqué qu'en août et septembre, l'Ukraine avait ciblé près de la moitié des principales raffineries russes,
mettant hors service jusqu'à 40% de la capacité de raffinage du pays. Les exportations d'essence sont en baisse. Il en va de même pour le diesel. Dans de nombreuses régions russes, les pénuries d'essence forcent les habitants à faire la queue aux stations-service et limitent la quantité d'essence achetée par client. Ces attaques contre les raffineries pourraient aussi impliquer les États-Unis, remettant en cause la conviction de Poutine d'avoir manipulé Trump. Le 12 octobre, Reuters a rapporté que le Financial Times affirme que les États-Unis fournissent à l'Ukraine des renseignements qui permettent à l'Ukraine de cibler efficacement ses frappes à longue portée. Il reste à voir dans quelle mesure cela est vrai, mais il est certain que l'Ukraine a réussi avec ses frappes. L'Ukraine frappe souvent ses cibles, peut-être grâce à l'aide récente des États-Unis. Ce genre d'attaque ne suffira peut-être toujours pas à détourner Poutine de sa voie vouée à l'échec en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Interrogé sur les conséquences économiques des frappes pour la Russie, Forman note que Poutine peut s'endetter plus, couper d'autres dépenses et continuer d'utiliser la réserve nationale. Il précise que l'achat de pétrole russe par la Chine et l'Inde, ainsi que la fourniture d'armes par la Corée du Nord, profitent à Poutine. Mais même avec toutes ces réserves, Forman déclare tout de même à Times Radio : peut-être pas. Mais comme le dit Forman, ces frappes avec une action internationale concertée pourraient en faire s'effondrer l'économie russe. En plus des sanctions, certains dans l'Union européenne semblent prêts à agir pour vraiment nuire à la Russie. Débloquer les avoirs russes gelés afin que l'Ukraine puisse les utiliser. Cette mesure aidera évidemment l'Ukraine, confrontée à une pression économique. Cependant, cela privera également la Russie d'une autre de ses bouées de sauvetage économique, tout en montrant une fois de plus comment les échecs de la guerre de Poutine en Ukraine ont fini par retourner la situation géopolitique contre son pays. Un débat est toujours en cours au sein de l'Union européenne sur la manière d'utiliser cet argent russe gelé. The Straits Times rapporte que les dirigeants de l'Union européenne pourraient utiliser ces avoirs pour accorder un prêt de 140 milliards d'euros, environ 150 milliards de dollars, à l'Ukraine. Mais cela n'aurait lieu que si les dirigeants de l'Union européenne décident ensemble. L'unité est la réponse aux tentatives de Poutine d'inciter les nations européennes à se replier sur elles-mêmes, au lieu de soutenir l'Ukraine. Mais un autre problème pourrait menacer la Russie encore plus fortement. Ce problème, c'est que Poutine, 73 ans, ne vivra pas éternellement. Le dirigeant russe pourrait n'avoir que peu d'années pour atteindre ses buts. Mais si Poutine meurt, il ne semble pas y avoir de véritable remplaçant pour cette culture. Une figure de type personnalité, comme Forman appelle Poutine, qui attend dans l'ombre. Forman note que tout renouvellement majeur entre la Russie et l'Occident, y compris l'Ukraine, est probablement à une génération. Mais Forman affirme aussi que pour Poutine, l'objectif est de rester au pouvoir jusqu'à sa mort, puis de transmettre le pouvoir à son successeur. Je pense que le problème, c'est que chaque jour où il reste en fonction, les risques d'effusion de sang au moment où il mourra enfin et que son successeur arrivera augmentent. Forman estime que le successeur de Poutine pourrait être moins obsédé par l'Ukraine. Une lutte de pouvoir interne en Russie pourrait être aussi nuisible que les actions de l'Occident ou de l'Ukraine contre la Russie. C'est sans doute l'échec majeur de Poutine. Son manque de planification pour la suite posera un sérieux problème à la Russie. Poutine semble l'avoir reconnu et comme l'a rapporté le Kiev Independent en mai, le dirigeant russe a une liste de candidats potentiels pour lui succéder. Mais le mot-clé ici est potentiel. Il n'y a personne que Poutine prépare clairement à être son successeur. Et ce fait précipite la Russie vers un dilemme futur. En septembre, Reuters a rapporté des propos étranges que Poutine a tenus au président chinois Xi Jinping lorsque le dirigeant russe a assisté à un défilé militaire à Pékin. Poutine aurait affirmé via son traducteur que la transplantation d'organes humains peut se faire en continu. Plus vous vivez, plus vous rajeunissez, pouvant même devenir immortel. Est-ce la solution de Poutine au problème de succession? Simplement ne pas mourir? L'immortalité est peut-être dans l'esprit de Poutine, mais c'est de la pure fantaisie. Et peut-être que ce genre de commentaire est la manière détournée de Poutine de reconnaître son plus grand échec. Le dirigeant de la Russie n'a pas préparé son pays à ce qui viendra après des décennies de règne de Poutine. Les greffes d'organes ne sauveront pas Poutine. Et les nombreuses erreurs que Poutine a commises en Ukraine et dans son propre pays finiront par déchirer la Russie. Autrement dit, sauf si les failles de la sécurité intérieure de Poutine font d'abord chuter la Russie. Le dirigeant russe consacre trop de ressources à l'Ukraine puis à l'Europe, ce qui constitue une nouvelle erreur majeure. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur comment Poutine pourrait conduire la Russie à sa perte.